un jour, il n'y aura plus de pétrole. Et chaque jour, ce lendemain-là se rapproche. En soi, ce n'est pas inquiétant. Le fait qu'un jour, il n'y ait plus de pétrole n'est pas inquiétant. Ce qui est inquiétant et ce qui va vraisemblablement être très dangereux, c'est le chemin qui y mène. C'est la raréfaction. Aujourd'hui, cette raréfaction, ou plutôt ce renchérissement du prix de la matière fossile, se traduit pour vous par une expression, transition énergétique. Et cela se traduit aussi par une augmentation du prix à la pompe ou bien par une augmentation de votre facture de gaz ou de fioul domestique. Mais sur 15 ans, la question qui se pose et qui se posera est bien plus intéressante et à la fois bien plus complexe pour vos entreprises. C'est cette question-là que nous allons examiner aujourd'hui avec l'un des experts internationaux des questions énergétiques, et je vous demande de l'applaudir. Il s'agit de Daniel Rattard. Alors Daniel, votre expérience internationale vous a mené donc d'abord aux États-Unis, vous amenez en Europe, vous avez fait une partie de votre trajectoire professionnelle outre-Atlantique, vous êtes revenu ici. Les gaz de schiste, vous connaissez la problématique parfaitement. Ici se posent deux questions. La première question, c'est quels sont les enjeux et où va-t-on sur le moyen long terme, 15 ans. La deuxième question, c'est comment préparer les entreprises aux chocs ou aux enjeux que vous allez nous décrire. Merci Thierry. Écoutez, je vais essayer effectivement de vous raconter cela. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci bien sûr de m'accueillir pour évoquer ensemble l'évolution du contexte énergétique mondial et de voir comment ceci pourrait impacter la vie des entreprises sur les 15 ans qui viennent, puisque 2013-2028, c'est précisément le titre de votre congrès. Alors, ça a déjà été dit à plusieurs reprises, mais vous le savez, nous les humains, nous sommes rigoureusement incapables de prévoir le futur. La seule chose que nous sachions faire, c'est d'imaginer un futur pas trop lointain en extrapolant les données de notre présent. Alors, dans le domaine de l'énergie, ce n'est pas tellement problématique parce que 2028, pour l'énergie, c'est demain matin. Ne serait-ce que par les investissements absolument colossaux qu'il faut aujourd'hui mettre en œuvre pour produire des infrastructures de réseaux ou d'unités de production qui ne seront opérationnelles que dans 10 ou 15 ans et qui auront des durées de vie allant de 25 ans pour les plus courts jusqu'à 80 ans pour l'hydraulique, en passant par 60 ans pour les réacteurs nucléaires. Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui nous engage pratiquement jusqu'à la fin de ce siècle. Et peut-être qu'on sera obligé de faire machine arrière au milieu de ce parcours. 15 ans dans le domaine de l'énergie, c'est un temps très court, et 15 ans, c'est un temps trop court pour pouvoir transposer d'éventuelles ruptures technologiques à des réalités industrielles. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il faille abandonner ou relâcher la recherche, bien au contraire, il faut intensifier la recherche, mais cette recherche, elle est pour le coup d'après, ce coup-là, il est en grande partie joué. Ça veut dire que des technologies qui ne sont pas aujourd'hui matures sur le plan industriel n'ont pratiquement aucune chance de participer de façon significative à la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'ailleurs, ça démontre qu'il faudrait, sur le plan politique, qu'il y ait des stratégies énergétiques sur le long terme, puisque, bien sûr, le terme de l'énergie, c'est évidemment beaucoup plus long que les échéances politiques de nos pays démocratiques. Alors, je vous propose de traiter ce sujet en plusieurs temps, et avec le titre suivant, focalisé sur l'entreprise en 2028, dans un contexte énergie, climat, les deux termes, très contraignant. L'énergie, c'est, vous le savez, le moteur de notre économie. Tout ce que nous faisons, absolument tout ce que nous faisons, consomme de l'énergie. Les questions énergétiques sont aujourd'hui au cœur des préoccupations politiques, géopolitiques, industrielle, financière, environnementale, bien évidemment. Et l'énergie est sans aucun doute l'enjeu majeur de cette décennie et de la décennie qui suivra. Ceci étant, j'ai envie de dire qu'il a fallu attendre un certain nombre de difficultés révélées plus ou moins récemment pour voir apparaître un changement dans la mentalité de nos sociétés qui jusqu'alors considéraient que la résolution des problèmes énergétiques, eh bien, c'était simple.
Ça résidait dans une énergie abondante, bon marché, facile d'accès, plutôt que dans une éventuelle réflexion sur l'optimisation de la demande. Souvenez-vous, tout au moins pour les plus anciens d'entre nous, après avoir été très violemment secoués dans les années 70-80, secousses liées à une crise de l'offre, secousses qui ont conduit tous les pays industrialisés à revoir leur stratégie énergétique. En France, bien sûr, c'est le développement de l'électronucléaire. Eh bien, nous venons de vivre 3 décennies d'une parfaite insouciance sur le plan énergétique, persuadés de pouvoir disposer d'une énergie continue, croissante, susceptible d'alimenter nos besoins de développement de façon sans limite. Non seulement les nôtres, mais également ceux des pays que l'on dit émergents, qui, à force d'être émergents, ont fortement émergé. On est dans cette situation. Des difficultés qui ont été vécues récemment et qui ont été rappelées tout à l'heure ont eu un impact important dans le monde de l'énergie. D'abord, c'est évidemment la crise financière et la crise des dettes publiques qui a son origine dans une crise énergétique, contrairement à ce qu'on entend souvent raconter. Bien sûr que les révolutions arabes ont provoqué une certaine incertitude et une très grande volatilité sur les prix du pétrole, et puis une incertitude sur les sécurités d'approvisionnement. De même, et c'était évoqué tout à l'heure, la catastrophe nucléaire de Fukushima, enfin la catastrophe de Fukushima, même si elle a été initiée par un tremblement de terre et un tsunami d'amplitude tout à fait exceptionnelle, a révélé les problèmes que pose, en termes d'acceptabilité sociétale, le développement du nucléaire, en particulier dans un certain nombre de pays, et vous le savez, il y a une discussion un peu intense en France. De la même façon, l'échec relatif des grandes discussions ou négociations internationales sur l'impact du climat ont révélé les difficultés à coordonner sur le plan international des actions qui pourraient à terme être efficaces. Il est évident que tous les politiques étant aujourd'hui strictement axés sur les problèmes de dette n'ont pas forcément la stratégie de moyen long terme pour voir comment on pourrait mettre en œuvre un certain nombre de plans efficaces pour diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai également pour les entreprises. Dans un contexte économique très difficile, il est bien évident que ceci n'incite pas à envisager des efforts particuliers en termes d'efficacité énergétique ou de réduction, des gaz à effet de serre. Voilà, planter le décor. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un monde qui est sous une double menace ou sous une double contrainte. La menace de ne pas disposer de suffisamment d'énergie pour tous, avec ce que ça suppose en termes de risques politiques liés à la croissance économique ou de risques géopolitiques, et puis paradoxalement, la menace de consommer trop d'énergie d'origine fossile et par conséquent d'avoir un impact très négatif sur l'évolution du climat. Cette double menace, problème de la disponibilité de la ressource et impact climatique, parce qu'elle est inéluctable, va évidemment modifier en profondeur nos façons de produire, de consommer, de fabriquer, de transporter, et par conséquent, cette affaire est au cœur des stratégies de tous les acteurs économiques, et en particulier de vous, les entreprises, ou de nous, les entreprises. Alors, je vous propose d'aborder ce sujet en traitant 3 défis: disponibilité des ressources énergétiques, sécurité des approvisionnements et action face à l'impact climatique. Des défis, il y en a bien d'autres. C'était d'ailleurs évoqué tout à l'heure. On pourrait bien évidemment parler de l'acceptabilité sociétale d'un certain nombre de technologies de production. On pourrait aussi parler de la très grande précarité énergétique. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 3 milliards d'individus n'ont accès qu'à des ressources extrêmement basiques d'énergie. Et puis, plus d'1,5 milliard d'individus n'ont toujours pas accès à l'électricité. C'est vrai également, d'ailleurs, dans des pays très développés, tels que les États-Unis ou l'Europe, où il y a une précarité énergétique qui, bien évidemment, n'est pas tout à fait de la même nature. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les problèmes énergétiques sont toujours des problèmes mondiaux. Sur le plan de l'énergie, les ressources énergétiques sont distribuées de façon très inégale dans le monde. Et par conséquent, tout se passe comme si tous les pays allaient chercher ce dont ils ont besoin dans la même bassine.
c'est évidemment de nature à poser quelques problèmes géopolitiques, voire quelques problèmes de conflit, et les exemples sont évidemment d'ores et déjà extrêmement nombreux. Et puis, on le sait, un certain nombre de gaz dits à effet de serre, c'est-à-dire ces molécules qui absorbent dans l'infrarouge et qui provoquent un certain nombre de désagréments, ces gaz, pour certains d'entre eux, en particulier le dioxyde de carbone, restent pendant des temps très longs dans l'atmosphère de 1 à 2 siècles. Et par conséquent, la Terre, avec sa bonne habitude de tourner sur elle-même, habitude qu'elle n'est certainement pas prête de perdre de sitôt, eh bien, en une paire de trimestres, elle a remué tout cela. Ce qui veut dire que quel que soit l'endroit où ces gaz à effet de serre sont émis, tout le monde est impacté de la même façon. Réciproquement, quel que soit l'endroit où on essaye de diminuer ces émissions, tout le monde bénéficie de l'action. Ce qui veut dire que ces problèmes sont des problèmes qui impactent tous les pays. Les problèmes énergétiques sont des problèmes mondiaux. Il est bien évident que toute action d'un pays unilatéral aurait des impacts, par définition, extrêmement limités. Alors, je vous propose, pour cadrer le sujet, de se donner quelques données chiffrées, de façon à voir à peu près quels sont les points importants. Voilà, j'ai mis sur ce graphique comment notre monde vit aujourd'hui. Nous consommons aujourd'hui à peu près 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. Alors la tonne équivalent pétrole, c'est une unité un petit peu exotique, mais elle a comme avantage de permettre une assez bonne comparaison entre toutes les énergies. Vous voyez que ces 12 milliards de tonnes équivalent pétrole se répartissent en pétrole, et quand c'est une tonne de pétrole, on voit bien ce que c'est un gros mètre cube, puisque la densité est un peu inférieure à 1, pour 35%, en charbon pour 26% et en gaz naturel pour 21%. Ça veut dire très concrètement que plus de 80% de l'énergie que nous consommons, c'est de l'énergie fossile, par conséquent, par définition, en quantité finie, carbonée, par conséquent, par définition, émettant du CO2 quand on l'utilise. Le reste, finissons le tour de table, 6% pour le nucléaire dans le monde, 2% pour l'hydraulique, de la biomasse, essentiellement du bois, et puis ce dont on parle tous les matins dans les journaux sur les énergies renouvelables, ça représente 1 point. C'est tout à fait à la marge. Et si on regardait un peu ça sur le plan dynamique, vous voyez que sur les 50 dernières années, la consommation mondiale a évidemment progressé de façon spectaculaire, puisqu'elle est passée grosso modo d'1 milliard de tonnes équivalent pétrole à pratiquement 12 milliards de tonnes équivalent pétrole. Ces consommations, qui sont représentées ici en brun, charbon, gaz naturel, pétrole, ne se sont jamais substituées. Elles se sont toujours additionnées pour une raison simple, c'est que ces ressources primaires ont des caractéristiques tout à fait particulières. Le charbon, c'est l'énergie de la production d'électricité. 65% du charbon extrait dans le monde est utilisé pour produire de l'électricité. Évidemment en Chine, mais aussi aux États-Unis, aussi en Pologne, aussi en Allemagne, aussi en Australie, aussi dans beaucoup de pays du monde. Plus de 45% de la production d'électricité est faite avec du charbon. Ce qui veut dire que, regardez sur le plan mondial, une voiture électrique, c'est une voiture à charbon. Deuxième poste important, c'est le gaz naturel, essentiellement utilisé dans le domaine du résidentiel tertiaire et dans l'industrie. En jaune ou en gris, le pétrole, qui est l'énergie des transports. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis, sur ces deux autres affaires, d'une part le nucléaire ici, en bleu très clair, et puis le renouvelable, mais c'est essentiellement de l'hydroélectricité, les énergies renouvelables étant dans l'épaisseur du trait et pas visibles sur ce graphique. Deuxième affaire que l'on pourrait regarder sur ce schéma, vous voyez que cette courbe en pointillé traduit l'évolution du PIB mondial. Il y a une parfaite corrélation entre la consommation d'énergie et le PIB mondial. J'aurai l'occasion d'y revenir. Évidemment, la population a évolué depuis le début de cette montée. On était 3 milliards d'individus ici, on est aujourd'hui 7 milliards d'individus, c'est multiplié par un peu plus que 2, mais entre-temps, on a pratiquement multiplié par plus de 10
notre consommation d'énergie. Et par conséquent, la question qu'on peut se poser quand on voit cette courbe qui a une gueule exponentielle, pendant combien de temps ça va pouvoir durer? Pendant combien de temps ça va pouvoir durer? Je voudrais juste, pour caler les idées, balayer rapidement le cas de la France. La France vit avec une production primaire de 260 millions de tonnes équivalent pétrole, qui se répartissent sur le plan de la consommation en pétrole, ou des produits pétroliers, vous savez qu'on en importe assez, du gaz naturel, je vous laisse regarder les pourcentages, et pratiquement on est pas loin de 70% de produits fossiles carbonés, avec une électricité qui fait 22% et des renouvelables qui font 9%. Alors si on regarde précisément ce problème d'électricité dont on parle souvent en France, cette électricité, nous la fabriquons, vous le savez, essentiellement avec de l'électronucléaire, de cette barre, pour quelque chose qui représente à peu près 77% de notre production d'électricité. Puis avec un peu de thermique fossile, gaz, et un petit peu de charbon, de l'hydraulique, et puis des ressources qui sont un peu marginales. Alors on entend assez souvent dire que la France est un pays tout nucléaire, c'est tout à fait relatif. 75% de 22%, ça représente à peu près 18%. Ça veut dire qu'il y a le QSP, 80%, qui est fait avec autre chose, et en l'occurrence avec des produits fossiles. On pourrait regarder également comment cette consommation finale s'éclate suivant les différentes énergies, c'est le même graphique, et j'ai éclaté ici les énergies renouvelables qui font 9%. Pratiquement les 3/4 de ces 9%, c'est de l'hydraulique et du bois. Je ne sais pas si c'est bien lisible de loin, cette affaire. Et puis, un petit quart, c'est autre chose qui s'éclate en l'utilisation de déchets, l'éolien, le biogaz, le solaire photovoltaïque. Vous voyez, quelque chose qui représente des fractions de pourcents par rapport au problème. Dernier graphe pour caler un peu les idées. La consommation énergétique par secteur, on pense souvent que c'est l'industrie qui consomme le plus d'énergie. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'industrie pèse pour à peu près 20%. L'essentiel, vous voyez, c'est le résidentiel tertiaire qui font 17 plus 30, pratiquement 50% de l'énergie finale consommée en France. Et puis, bien sûr, une part très importante des transports. Si on regarde la consommation d'électricité par secteur, eh bien là, vous le savez, je vais vite, il y a une part qui est très importante dans le domaine du résidentiel parce que nous avons en France cette caractéristique d'être l'un des pays d'Europe, même je crois le pays d'Europe qui consomme le plus d'électricité. Ce n'est pas lié à nos équipements qui seraient plus nombreux. Beaucoup de pays qui nous ressemblent sont équipés aussi bien que nous, mais c'est évidemment lié à une utilisation assez importante du chauffage électrique dans les habitations, même si ce problème de chauffage électrique et de consommation d'électricité à la pointe peut être modulé. Alors, je reviens sur ce graphique simplement pour dire, on voit à quel point les ressources fossiles conditionnent notre développement économique aujourd'hui. Alors, ça conditionne notre développement économique, mais comme le disait Thierry en commençant, le problème, c'est que lorsqu'on tire sur une ressource fossile, qui est par définition en quantité finie, la production ne peut pas faire autre chose que de partir de zéro, de finir à zéro, et par conséquent de passer par un maximum au milieu. Donc le problème, ce n'est pas un problème de quantité. Du pétrole, il y en a plein. Et l'expression que l'on entend assez souvent dans les médias, la fin du pétrole, ce n'est pas pour demain. Du pétrole, il y en a encore beaucoup. Le problème, c'est que l'on est passé pratiquement au maximum de production et que par conséquent, la production ne peut plus suivre une demande qui devient de plus en plus importante. Et ça, on le vérifie expérimentalement très bien. Vous voyez ce qui se passe sur les 7 dernières années, à peu près, eh bien, on est à un maximum de production sur une sorte de palier où on n'arrive pas à dépasser 90 millions de barils par jour. La conséquence de cela, on la voit immédiatement. Du pétrole, il n'y en a pas pour tout le monde, ou plus exactement, il y en a un peu moins pour chacun. Ça veut dire que la première manifestation, c'est une tension très forte entre l'offre et la demande qui conduit bien sûr à une augmentation du prix. La deuxième manifestation, qui serait évidemment beaucoup plus grave, ce serait un problème qui serait lié au volume disponible.
Non seulement ce serait éventuellement plus cher, mais il n'y en aurait pas pour tout le monde. Ce serait évidemment beaucoup plus grave. Alors, sur cette courbe, ce que j'ai raconté et résumé, on connaît parfaitement bien, évidemment, ce qui s'est déjà produit. C'est l'avantage de la connaissance de ce qui s'est déjà produit. Cette courbe, qui a bien sûr subi un certain nombre de secousses, elle est un peu cabossée par des guerres, par des crises économiques. Et puis, on est sensiblement aujourd'hui au maximum de production. Si cette courbe est sensiblement symétrique, on a produit à peu près 1300 milliards de barils, ça veut dire qu'il en reste autant. Donc ce n'est pas le pétrole qui manque. Par contre, ce qui pose problème, c'est évidemment ce maximum de production qu'on n'arrive pas à dépasser. Si vous regardez ce qui se disait dans la littérature spécialisée sur un passé relativement récent, estimé par l'Agence internationale de l'énergie, il n'y a pas tellement longtemps, on pensait qu'on ferait 130 millions de barils jour. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'on ne dépassera vraisemblablement pas une centaine de millions de barils jour. Par conséquent, le problème, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, là où on est au maximum de production, et surtout, qu'est-ce qui va se passer après, lorsqu'on va être dans cette zone de déclin. Alors évidemment, et vous en entendez tous les matins parler dans les journaux, ou parler à la radio, pardon, on essaye de trouver de nouvelles ressources qu'on appelle souvent des ressources non conventionnelles, c'est-à-dire du pétrole profond, ultra profond, ou du pétrole de schiste bitumineux ou de sable bitumineux, par conséquent compliqué à extraire et par conséquent très coûteux, et on déforme cette courbe ici pour donner celle qui est représentée ici en trait un peu gris. Vous voyez que même en trouvant des ressources relativement importantes, on décale très peu le maximum de production. On est aujourd'hui sur le maximum de production et on va rentrer dans une zone de déclin. Voilà une autre façon de présenter la même chose. Ça a été présenté par l'Agence internationale de l'énergie, qui en général est assez optimiste. Là, la présentation relève de la démarche suivante. On se dit on va avoir un déclin du pétrole conventionnel et il faudrait que l'on puisse tendre vers 100 millions de barils jour en essayant de rajouter tout ce qu'on peut rajouter. Alors on rajoute ce qu'on appelle des pétroles non conventionnels, je n'y reviens pas, je viens de l'expliquer. On rajoute de façon très optimiste ce qu'on appelle des condensats de gaz naturel, c'est-à-dire des naphtas. Et puis, eh bien, il y a un manque entre cette courbe-là et celle-ci. Et ce manque, c'est soit des champs à développer, qu'on n'a pas développés, soit des champs à découvrir, on ne sait pas où ils sont. Et quand on regarde l'écart qu'il y a entre les deux, eh bien, ça fait sensiblement 40 millions de barils jour. Alors, je ne sais pas si 40 millions de barils jour, ça vous parle, mais les deux producteurs les plus importants qui se bagarrent en permanence pour avoir la première place, c'est d'une part la Russie et d'autre part l'Arabie saoudite. Ils font l'un et l'autre sensiblement 10 millions de barils jour. Ça veut dire qu'il faudrait trouver d'ici 2030 à peu près 4 Arabies saoudites, ou 2 Russies et 2 Arabies saoudites, comme vous voulez, ou 4 Russies, tous les mélanges sont possibles. Il est bien évident que ça ne se produira pas. Il est bien évident qu'on entre dans une zone où ce problème va devenir de plus en plus important. Alors, j'attire votre attention sur un point qui est presque évident, c'est que pour les entreprises, il n'existe jamais aucune activité qui n'utilise pas le transport, soit directement, soit indirectement, y compris les entreprises qui sont complètement dématérialisées et qui ont l'impression d'être un peu à l'abri de ces problèmes énergétiques. On peut acheter n'importe quoi à l'autre bout du monde avec un clic sur Internet, ce n'importe quoi va certainement pas venir à pied. Donc à chaque fois que l'on fait quelque chose, on génère du transport. Le transport aujourd'hui est complètement assuré par le pétrole. Le transport est captif au pétrole à 98%. On n'a pas d'autre solution. Bon, juste ce slide pour rappeler par rapport à ce maximum de production qu'un grand nombre de pays parfaitement identifiés ont déjà passé leur maximum de production, donc c'est quelque chose qu'on le connaît très bien. Seuls les politiques ne veulent pas nous le dire, mais on connaît ça très bien. Alors évidemment, il y a la volonté de vouloir chercher un peu partout du pétrole supplémentaire, et chaque année, on cherche du pétrole un peu partout dans le monde, et on en trouve. On en trouve, et vous voyez les résultats de l'an dernier qui sont relativement
intéressant, puisque si on fait rapidement la somme de ce qui a été trouvé, ce sont évidemment des ressources qui sont tout à fait spéculatives. Pour l'instant, on n'a rigoureusement rien fait en termes de recherche opérationnelle. Eh bien, grosso modo, on a une dizaine de milliards de barils que l'on a trouvés l'an dernier. Et l'année d'avant, c'était sensiblement la même chose. Et par conséquent, tout le monde est content. Mais nous sommes dans un monde, on l'a évoqué tout à l'heure, où nous consommons 90 millions de barils jour, multiplié par 365 jours, ça fait 30 milliards de barils. Voilà. Donc on trouve chaque année à peu près le tiers de ce dont on a besoin. Voilà l'ordre de grandeur. Donc on ne régénère plus nos ressources. Excusez-moi. Bien, alors sur ce problème que l'on vient d'évoquer, on voit bien qu'on va un petit peu avoir trois options possibles, rapidement. La première option, c'est de se dire si on pouvait trouver une autre source d'énergie qui, très rapidement, pourrait compenser ce déclin. Bon, aujourd'hui, il n'y en a pas. Au niveau de consommation du pétrole, il est bien évident, je l'évoquais tout à l'heure, que les énergies que l'on dit renouvelables n'ont absolument aucune possibilité de compenser l'écart. C'est un problème évident. Quel devrait être le taux de croissance d'un truc qui fait 0,1% pour pouvoir rapidement compenser quelque chose qui fait 70% du problème et qui va décliner de 5% par an? Problème d'intérêt composé qu'on pourrait faire en CM1, c'est évidemment très difficile. Bon. On pourrait envisager peut-être d'utiliser des pétroles synthétiques, je le dis parce qu'on l'entend quelquefois. On sait parfaitement faire ça. Hein, c'est de la chimie lourde, par un procédé qu'on appelle le procédé de Fischer-Tropsch, mais c'est extrêmement coûteux, pratiquement de 10 à 20 fois plus que du raffinage classique. Et en plus, quand on fait des pétroles synthétiques à partir du charbon, on a un impact très fort sur les problèmes d'environnement. La troisième conséquence, elle est moins marrante. Ça veut dire qu'une contrainte sur la disponibilité de la ressource, ça risque de conduire à une diminution du PIB. Et le PIB, lorsqu'il est mesuré par tête de pipe, ça s'appelle le pouvoir d'achat. Et par conséquent, ce n'est pas politiquement très correct de dire que le risque de diminution du pouvoir d'achat n'est pas nul. Pourtant, on pourrait imaginer très simplement ce qui se passe. En fait, notre économie, c'est une espèce de machine dans laquelle on rentre de la ressource, on rentre bien sûr du capital, on rentre également du travail, et on sort des biens et des services dont on mesure la pertinence avec un machin qu'on appelle le PIB. Et d'une année sur l'autre, on regarde la variation de ce PIB et on en détermine la sacro-sainte croissance. Par conséquent, vouloir faire de la croissance, c'est vouloir augmenter le PIB. Vouloir augmenter le PIB, ça veut dire faire du prélèvement sur la ressource. S'il y a une contrainte sur la ressource, il est bien évident qu'on ne peut pas avoir un taux croissant de prélèvement. Et par conséquent, il est bien évident qu'on ne peut pas augmenter le PIB. Et par conséquent, on a une diminution de la croissance dans le meilleur des cas ou une récession dans le pire des cas. Nos politiques nous disent qu'ils vont faire de la croissance, tous, quel que soit le bord, il est absolument évident qu'on ne fera pas de croissance. Bref, espérons que je me trompe. Alors, cette courbe simplement pour montrer que toutes les autres énergies fossiles, qui par définition sont en quantité limitée, vont suivre la même trajectoire qui est ici tout à fait idéalisée. Enfin, pour ce qui concerne les parties qui ne sont pas encore connues, le pétrole, on vient de l'évoquer, c'est la courbe en vert, qui aura vraisemblablement un maximum plus ou moins cabossé ici, parce qu'on va aller de récession en récession, mais le maximum est maintenant. Vraisemblablement, le maximum du gaz sera dans 10 ou 20 ans, donc, plus exactement, pardon, dans 20 ou 30 ans à peu près, enfin, vers 2030. Et puis le maximum du charbon est reculé aux environs de 2050, mais vous savez que c'est la pire des solutions, puisque le charbon, bien sûr, a un impact sur le climat, enfin tout au moins des émissions de gaz à effet de serre qui sont particulièrement importantes. On parle beaucoup aujourd'hui, et Thierry l'évoquait tout à l'heure, des gaz de schiste. Voilà la courbe qui pourrait se produire pour le gaz naturel, dont le maximum serait un petit peu chahuté par le développement de ces gaz non conventionnels qu'on appelle gaz de schiste. Le terme est évidemment pas du tout correct.
Bon, c'est un débat en France qui est particulièrement soutenu, sans beaucoup d'intérêt, parce que la situation française est très différente de la situation américaine, pour un tas de raisons. Mais s'il ne fallait en retenir que deux, d'abord, le gaz, c'est évidemment très difficile à transporter. C'est très capitalistique de transporter du gaz. Par conséquent, il n'existe pas, comme pour le pétrole, de marché mondial. Il existe uniquement des marchés régionaux. En gros, il y en a trois. Un marché États-Unis qui vit tout seul, un marché Europe qui vit tout seul, un marché Asie qui vit tout seul. Donc, ce qu'on pourrait trouver aux États-Unis n'affecte pas beaucoup ce qui se passe sur le marché européen. Deuxièmement, il n'est pas du tout évident qu'on puisse récupérer des gaz de schiste en Europe. Les premières expériences montrent qu'il y a une différence très importante entre ce qu'on espère, c'est-à-dire la ressource, et ce qu'on pense pouvoir récupérer, c'est-à-dire la réserve. En général, l'ordre de grandeur, c'est le %. Alors, la conséquence, évidemment, de cette situation, bien, on la connaît assez bien, puisqu'on l'a vécue de façon très importante en 2008. La conséquence, c'est dans un premier temps, lorsque la production ne peut pas suivre la demande, le premier effet, c'est un effet d'augmentation très important du prix. C'est le premier effet. Évidemment, quand le prix commence à monter un peu trop, eh bien, l'économie s'arrête, puisque par définition, tout ce que nous faisons, absolument tout ce que nous faisons, consomme de l'énergie. Évidemment, quand ça s'arrête, eh bien, le prix de l'énergie chute brutalement, parce qu'il y en a, et puis on s'empresse de mettre en place un certain nombre de plans pour redémarrer au plus vite notre économie, et on n'a jamais été aussi près d'un deuxième choc. Je voudrais juste vous dire que lorsqu'on entend quelquefois quelques élucubrations sur le prix du baril de pétrole. Personne de sérieux ne peut dire quel sera le prix du baril de pétrole. Le prix du baril de pétrole, maximum, c'est le prix qui arrête l'économie. Alors, est-ce que les 150 $ que l'on a vécu au baril en 2008, c'est quelque chose qui arrête l'économie? On a l'impression que oui. Par contre, on connaît assez bien quel sera le prix minimum du pétrole. Le prix minimum va aller se caler sur le coût marginal, du gisement marginal qu'il faut mettre en production pour satisfaire la demande marginale. Ça, on le sait. C'est un pétrole difficile à extraire, coûteux, aux environs de 120 $ le baril. C'est plutôt le minimum. On est sensiblement aujourd'hui au minimum du prix. Vous voyez d'ailleurs qu'il existe dans ce cas-là une rente différentielle très importante pour des pays, en particulier les pays du Golfe, c'était évoqué tout à l'heure sur les aspects géopolitiques, qui disposent d'un pétrole abondant, d'excellente qualité, qui coûte environ 5 $ le baril, pour un prix qui va se caler aux environs de 130. La rente différentielle devient très importante. Et avec cette rente différentielle, chaque année, vous achetez le CAC 40. Pas uniquement des footballeurs. Ce problème d'impact du prix du pétrole sur la récession, c'est quelque chose d'assez connu, puisque ça nous arrive pratiquement depuis une quarantaine d'années. Vous voyez sur cette courbe, à gauche, la croissance du PIB mondial, à droite, le prix moyen du baril, le prix moyen sur l'année considérée du baril, et puis les barres noires, ce sont les barres qui, après une augmentation importante du prix du pétrole, indiquées ici en rouge, ont correspondu à des années de récession dans les pays de l'OCDE. La pire, bien sûr, c'est celle qui s'est passée sur le prix le plus élevé, c'est-à-dire en 2008. Alors, si on regarde ce que donnent les estimations à l'horizon 2030, c'est-à-dire, je le disais tout à fait en introduction, pratiquement demain matin, eh bien, on s'aperçoit que les énergies fossiles, avec les problèmes que l'on vient d'évoquer, vont converger sensiblement, toujours à peu près aux environs de 80%. Les autres énergies, l'hydroélectricité, beaucoup de sites sont d'ores et déjà équipés, le nucléaire plafonne, les renouvelables vont certainement connaître un développement important en valeur absolue, mais en valeur relative. Si vous regardez le calcul, ils vont rester ces énergies relativement limitées. Voilà pour ce qui concerne le premier point que j'avais intitulé « Disponibilité des ressources énergétiques ». Je n'arrivais pas à lire ce qu'il y avait sur ce slide. Le deuxième point qui nous préoccupe, c'est évidemment la sécurité des approvisionnements. L'Europe et la France sont dépendantes
fortement dépendantes sur le plan de leurs approvisionnements énergétiques. Si on regarde ce qui se passe en Europe, enfin dans l'Union européenne, pardon, vous voyez qu'aujourd'hui, la dépendance est de l'ordre de 90%, et sur l'espace de temps qui nous préoccupe dans cette discussion d'aujourd'hui, vers 2030, eh bien, pratiquement, l'Europe sera complètement dépendante sur le pétrole et le gaz naturel. Les ressources européennes sont dans la phase de déclin, et par ailleurs, l'importation va devenir de plus en plus difficile. Alors, c'est vrai également pour la France. La France importe 99% de son pétrole et 98% de son gaz et 100% de son uranium. Donc c'est évidemment très dépendant. Je parlais de la France, je me mets là. L'indépendance énergétique de la France est montrée rapidement sur ce graphique par une petite subtilité de nomenclature. La France considère non pas qu'elle importe 100% du minerai d'uranium, mais elle considère que ce qui est important, c'est ce que l'on fait avec le combustible. Et comme la totalité du combustible fabriqué à partir du minerai importé est fabriqué en France, on considère qu'on est complètement indépendant sur le plan de l'uranium. C'est une petite subtilité de nomenclature, elle vaut ce qu'elle vaut, mais évidemment, dans ce cas-là, ça conduit à avoir une dépendance énergétique globale de l'ordre de 50%, alors que si on regardait uniquement le minerai, on serait bien sûr à 100% de dépendance. Alors je voudrais insister sur un point, le fait d'être très dépendant sur le plan énergétique, ça ne veut pas forcément dire que l'on est vulnérable. On peut être dépendant et pas trop vulnérable, à condition de pouvoir s'approvisionner à un coût raisonnable et à condition d'avoir des contrats d'approvisionnement stables et fortement diversifiés. C'est aujourd'hui le cas. Ça peut ne pas perdurer. Et je vous renvoie à ce qui était évoqué tout à l'heure sur un certain nombre de contraintes géopolitiques qui vont bien évidemment devenir de plus en plus sévères. Évidemment, la conséquence importante pour tout le monde, mais en particulier pour ce qui nous concerne pour la France, c'est que la facture énergétique est importante puisqu'elle était en 2012, c'est-à-dire la dernière valeur, à 68 milliards d'euros de facture énergétique dans laquelle le pétrole pèse à peu près 53 milliards d'euros et le gaz naturel à peu près 14 milliards d'euros. Alors, dernier point de ces 3 points majeurs, c'est l'impact climatique. Alors, on n'a évidemment ni le temps, ni, ce n'est pas l'objet non plus de cette discussion, de regarder en détail les problèmes climatiques, mais je voudrais juste faire quelques observations. Vous l'avez remarqué, ces problèmes climatiques sont aujourd'hui complètement sortis du débat public. C'est complètement sorti. On est absolument polarisé sur les problèmes de dette et sur les problèmes de croissance économique, alors qu'il est bien évident qu'il nous faudra prendre en considération l'impact climatique sur notre développement économique. Pour l'instant, c'est complètement sorti. Deuxième chose que l'on peut dire pour caler un peu les idées, c'est qu'aujourd'hui, on sait bien qu'on a... Peut-être ai-je un transparent plutôt que de rester sur celui-ci. Voilà. Aujourd'hui, on sait bien qu'un certain nombre de gaz qui ont cette caractéristique de faire de l'effet de serre augmentent leur concentration dans l'atmosphère dans des proportions qui sont à la fois importantes, avec une progression qui est par ailleurs extrêmement rapide. Là où on était sensiblement à 280 parties par million, faites attention, ces différentes courbes n'ont pas la même échelle. Il y a le CO2 en ppm et le protoxyde d'azote en ppb ici, et le méthane ici. Excusez-moi, c'est un truc un petit peu... Bon. Donc il y a une progression importante depuis pratiquement le milieu du siècle précédent sur ces concentrations de gaz à effet de serre. Et on sait que ceci conduit à une augmentation corrélée de la température globale de la planète. Voilà ce qui était, mais vous avez déjà sans aucun doute vu ces graphiques, et cette augmentation, elle apparaît depuis pratiquement les années 1970. Alors ce qu'il faut retenir sur cette affaire, sans entrer dans les détails, c'est quelques constats très précis. Premier constat, la machine climatique est une machine extrêmement complexe et qui a une énorme inertie. On le comprend assez bien. Hein,
les océans, qui sont évidemment très régulateurs sur les aspects de température, couvrent 70% de la surface du globe. Par conséquent, il y a une énorme inertie, même avec des fractions de degrés. On voit bien quelle est la quantité d'énergie et de chaleur qui est stockée dans les océans et qui chauffe par conséquent l'atmosphère par le bas. Énorme inertie. Ce qui veut dire que ce que nous faisons aujourd'hui aura des conséquences plus tard. Il y a un très fort décalage entre la cause et l'effet. Au-delà de problèmes reliés à la morale, ce que nous faisons aujourd'hui par rapport à ce qui se passera plus tard, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas correctement anticiper ce qu'il faudrait faire pour maîtriser les effets qui arriveront plus tard. Mais ce que l'on sait quand même, c'est que plus on attend, et plus ça va devenir difficile à gérer. Aujourd'hui, il est clair qu'il sera nettement moins coûteux d'essayer d'éviter le phénomène plutôt que de devoir en payer les conséquences. Deuxième aspect qui est clair sur ce problème, c'est que non seulement il y a une très grande inertie, mais il n'y a pas de marche arrière. On ne sait pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Et par conséquent, nous subirons ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et par conséquent, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Et puis, troisième fait factuel, oui, bon, cette courbe, simplement pour vous dire, excusez-moi, c'est pas très facile à lire, mais lorsqu'on largue une tonne de CO2 au temps T égale pas zéro, parce que le log, ça posera quelques problèmes, eh bien, elle reste dans l'atmosphère pendant pratiquement 2 siècles. Donc, ça traduit la très grande inertie de notre problème, et ça traduit également qu'on ne peut pas envisager une marche arrière sur ce problème. Alors, s'il fallait résumer ce truc-là en quelques phrases, je vous le laisse lire, bien sûr. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. Une élévation de la température moyenne, qui peut paraître faible, mais de 2 à 3 degrés, aurait des conséquences extrêmement sévères sur de nombreux systèmes. Et l'accroissement de température est principalement dû à l'augmentation de concentration de gaz à effet de serre d'origine anthropique dans l'atmosphère. Alors, quels sont ces gaz à effet de serre? Et c'est le troisième constat que j'évoquais, on les connaît bien. C'est essentiellement le dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, c'est essentiellement du dioxyde de carbone lié à la combustion des énergies fossiles. C'est aussi un petit peu du dioxyde de carbone qui est lié à certaines industries tout à fait spécifiques, telles que par exemple les cimenteries. Les cimentiers, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, ce sont des gens qui, malheureusement, font comme boulot de prendre du carbonate de calcium, de le casser en deux à coup d'énergie, et par conséquent de faire de la chaux, qui est le précurseur du clinker, et du CO2. Donc, pas de peau, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis, bien sûr, du CO2 qui a comme origine la déforestation, soit pour faire des pâturages, soit pour faire des terres agricoles. Le deuxième gaz à effet de serre, c'est essentiellement le méthane, qui est aussi un gaz à effet de serre lié à l'énergie extrêmement puissant sur le court terme, même si à long terme il disparaît. Mais sur le court terme, il est extrêmement puissant. Et puis bien sûr, c'est un gaz qui est lié également au procédé de l'agriculture, le protoxyde d'azote, qui est essentiellement lié à des problèmes d'engrais, puis un certain nombre de gaz un peu exotiques, tels que l'hexachlorure de soufre ou des chlorofluorocarbonés, qui sont des gaz spécifiques dans certaines industries tout à fait spécifiques et qui restent quelques dizaines de milliers d'années dans l'atmosphère, mais qui sont en concentration extrêmement faible. Monsieur de la Palisse dirait, si vous êtes ennuyé avec un truc qui se cumule dans l'atmosphère et qui augmente la concentration, eh bien, la bonne solution, c'est d'éviter d'en rajouter. Et par conséquent, si vous voulez stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, il faut diminuer les émissions. Alors, de combien pourrions-nous demander à ce monsieur de la Palisse? Essayons de refaire rapidement le petit calcul que l'on faisait sur le genou tout à l'heure à partir des données chiffrées de la consommation d'énergie dans le monde. On disait 12 milliards, un peu plus, de tonnes équivalent pétrole, dont 80%, un peu plus, c'est de l'énergie fossile carbonée. Donc, grosso modo, 10 milliards. Avec des gaz, avec des produits qui sont du pétrole, du gaz naturel et du charbon, en proportions différentes, on l'a vu tout à l'heure, 40%, 26%, 21%, et bien sûr qui émettent des quantités
de gaz à effet de serre différents, peu pour le méthane, un seul atome de carbone, beaucoup pour le charbon, beaucoup d'atomes de carbone. Retenez que l'ordre de grandeur, lorsqu'on brûle 1 tonne d'énergie fossile, on produit 3 tonnes de CO2. On en avait 12 milliards de tonnes, 10 parce que ça fait 80%, multiplié par 3, on envoie dans l'atmosphère chaque année 30 milliards de tonnes de CO2, liées uniquement à l'énergie. Alors heureusement, un certain nombre de choses se passent toutes seules. Vous le savez, une partie de ce CO2 est absorbée par 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme photochimique, c'est le mécanisme de photosynthèse qui capte à peu près, et de façon très irrégulière, 1/4 des émissions. Et le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme physique de dissolution du dioxyde de carbone dans les océans qui capte aussi à peu près 1/4. Ça veut dire que ce monsieur de la palisse nous dirait, eh bien, d'ores et déjà, puisque la moitié disparaît, il faut que vous divisiez vos émissions par 2. D'ores et déjà, il faudrait diviser les émissions par 2. Évidemment, diviser les émissions par 2, c'était évoqué aussi tout à l'heure, ça nécessite une profonde transformation de notre système énergétique mondial. Alors, je ne sais pas si ça vous parle de diviser par 2, mais on peut considérer que tous les humains sur cette Terre ont à peu près les mêmes droits, et par conséquent de regarder rapidement ce que chacun émet. Je ne sais pas si c'est bien lisible, cette affaire-là. Voilà un certain nombre de pays. Bien sûr, je n'ai pas tout mis, parce qu'il y a beaucoup de pays. Voilà à peu près, exprimé en tonnes de... excusez-moi, ce n'est pas de gaz à effet de serre, c'est de CO2 par habitant et par an, depuis ceux qui émettent le plus, le Qatar, le Luxembourg, les États-Unis, jusqu'à ceux qui émettent largement le moins. La France, elle est plutôt dans les bons élèves. Attention, sur ce graphique, j'ai mis uniquement le CO2. Si on considérait l'ensemble des gaz à effet de serre, on n'aurait pas 6 tonnes par habitant et par an, on aurait plutôt 9 ou 10 tonnes par habitant et par an. Enfin, c'est pareil pour tous les autres, je n'ai pris que les émissions de CO2. On avait dit que l'on avait 30 milliards de tonnes, on avait dit qu'il fallait diviser par 2, ça fait 15. On a dit que nous étions 7 millions d'habitants, ça veut dire grosso modo 2 tonnes par tête de pipe. Voilà à peu près ce dont on a besoin. 2 tonnes par tête de pipe, ça fait ça. Le monde du développement durable dont on nous bassine les oreilles, c'est ça. La contrainte est extrêmement sévère, extrêmement sévère. Je me dépêche. Alors, on peut évidemment regarder par quel bout commencer en France. Voilà quels sont les secteurs qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Bon, ce n'est pas une découverte. Ce qui est le plus émetteur, c'est évidemment l'énergie. Et à partir du moment où on dit ça, eh bien on dit qu'il faut toucher à tout, puisque par définition, l'énergie, c'est absolument ce qui est utilisé dans tous les secteurs. Et on voit que dans ces secteurs prioritaires, c'est le transport, captif entièrement au pétrole, et bien sûr le résidentiel tertiaire, qui à eux deux font une partie très importante du problème. C'est par là qu'il faudra bien évidemment commencer. Alors je voudrais juste vous rappeler un certain nombre de décisions que vous avez prises, que nous avons prises, puisqu'elles ont été votées, je crois, pratiquement à l'unanimité par nos représentants. Et vous savez qu'il y a une première trajectoire qu'on appelle souvent la loi facteur 4, et qui dit, c'est la loi qu'on appelle POP, P-O-P-E, qui veut dire Programme d'orientation de la politique énergétique française. C'est une loi qui a été votée en 2005 et qui vise à diviser par 4 nos émissions de CO2. Il est clair, par rapport au graphique précédent, que si on doit globalement diviser par 2 les émissions mondiales, un certain nombre de pays vont devoir diviser par plus que 2, et pour ce qui nous concerne, il faut diviser par 4. C'est la trajectoire qui est représentée ici en rouge et qui vise à aller jusqu'à 2050 pour diviser par 2. Et puis, d'autres décisions ont été prises au niveau de l'Europe, en particulier sous présidence française, M. Sarkozy, en 2008, je crois, et ça a été repris en 2009, avec une loi qu'on appelle la loi des 3 x 20. Pour 2020, 20% d'énergie renouvelable, 20% de diminution de CO2, 20% d'augmentation de l'efficacité énergétique. On en est là,
Ce point est là. Ici, on a l'impression d'être bons élèves. C'est manifestement pas tout à fait vrai, parce que ce qui s'est passé ici, c'est une crise économique sévère où notre économie s'est collapsée. Évidemment, la bonne façon pour diminuer les émissions de CO2, c'est le collapse économique. Là, ça marche à tous les coups. Bon, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Peut-être l'avez-vous vu, il a été décidé avant-hier, je crois. Alors, pour vous montrer ce qui s'est passé avant-hier, il faut que je vous montre ce qui s'est passé sur le plan européen. Voilà ce qu'il faut sur le plan européen faire comme effort considérable pour atteindre ces objectifs. Voilà quelle est aujourd'hui la projection des politiques actuelles dans ce domaine. Et je disais qu'hier ou avant-hier, il y a eu une proposition de la Commission européenne de mettre un point à 2030 qui serait une réduction de 40% par rapport aux émissions de 1990. Et peut-être l'avez-vous vu hier, la ministre de l'Énergie, Mme Batteau, a dit que la France irait dans ce sens. C'est une disposition qui devrait être validée, je crois, aux environs du mois de septembre prochain. Par conséquent, aujourd'hui, l'Europe et la France, sur ce problème énergétique, est un petit peu confrontée à 3 défis. D'abord, anticiper les impacts économiques et sociaux. Il est évident, on l'a dit à plusieurs reprises, qu'une disponibilité sur les ressources énergétiques qui viendrait à plafonner conduirait rapidement à une augmentation des prix et à une contrainte économique sévère. L'impact de cette contrainte sur le contexte social est évidemment relativement redoutable. Et il est clair que ni l'Europe ni la France ne sont en mesure de subir aujourd'hui un autre choc pétrolier. Ceci conduit au deuxième défi, on l'a évoqué, c'est de maîtriser les impacts liés à la compétitivité et à la sécurité énergétique. On a vu qu'ils étaient intimement liés, on est très dépendant sur le plan énergétique et par conséquent, ceci conduit à une facture énergétique qui n'en finit pas de monter. Et par conséquent, il va falloir, et c'est un formidable défi, réussir ce que j'ai appelé ici la décarbonisation, le terme n'est pas très élégant ni correct, du mix énergétique, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie fossile carbonée. Et par conséquent, ceci ne pourra se faire qu'à la condition de donner un prix au carbone. C'est la seule façon de pouvoir engager les entreprises sur cette voie d'une décarbonisation du mix énergétique. Alors je voudrais juste rapidement, parce que je crains avoir dépassé mon temps, donner quelques conclusions pour les entreprises. À défaut de solutions simples, le diagnostic est extrêmement clair. Toutes les entreprises, sans aucune exception, ont construit des business models sur une énergie abondante, facile d'accès, très bon marché, essentiellement carbonée, par conséquent émettrice de gaz à effet de serre, qu'on peut envoyer dans l'atmosphère en quantité infinie en ne payant rigoureusement rien. C'est la situation. Et bien ça, il n'y a plus rien de vrai. Il n'y a plus rien de vrai. Par conséquent, il est clair que les entreprises vont devoir anticiper pour une évolution de leur business model vers une économie qui soit, ou des business models qui soient plus sobres en carbone. La puissance publique va évidemment donner l'impulsion, mais au-delà de cela, il est clair que la contrainte va essentiellement apparaître par la mise en place d'outils économiques qui viseront à internaliser dans le compte des entreprises le coût du carbone émis de façon à les inciter à en produire de moins en moins. C'est évidemment de prime abord une contrainte, mais c'est surtout pour les entreprises une formidable opportunité. Une formidable opportunité en termes d'innovation technologique, en termes de réorientation des investissements, en termes d'anticipation sur une demande qui va s'organiser de cette façon-là, en termes d'une meilleure maîtrise des risques, en termes de diminution des coûts de fonctionnement. C'est a priori une contrainte, mais c'est surtout une formidable opportunité. Comprenons-nous bien. On entend quelquefois dire « mais il va falloir que l'on paye pour le carbone ». Ce n'est pas le sujet. Le problème n'est pas de savoir quel est le coût de la tonne de carbone émise. Le problème est de savoir quel est le coût de la tonne de carbone évitée. Si je ne paye rien, je ne fais rien. Si j'ai une certaine visibilité, que je m'aperçois que le coût du carbone va augmenter, je regarde ma stratégie d'investissement et je me dis qu'est-ce qui me coûte le moins cher? Ou je ne fais rien et je paye quelque chose qui va devenir de plus en plus cher,
ou alors j'investis pour émettre de moins en moins. Par conséquent, ce qui est important, ce n'est pas le coût de la tonne larguée, de carbone, pardon, émise, c'est le coût de la tonne de carbone évitée. Et ça doit être pour les entreprises l'idée d'une formidable opportunité. Alors, la disponibilité et le coût des ressources et l'impact carbone imposeront, de mon point de vue, une évolution importante des business models. C'est clair. J'ai envie de dire la chose suivante, tout projet d'entreprise qui reposerait sur une économie bâtie sur des flux croissants de ressources carbonées risquerait d'être, pour le moins, contrarié. Et puis, troisième point que je voudrais évoquer, la contrainte carbone, pour moi et pour les entreprises, elle devra s'analyser de façon extrêmement pragmatique. En fait, les entreprises sont maintenant confrontées à un double problème de nature et d'importance un peu différente. Premièrement, un éventuel dérèglement du climat, ce n'est pas pour demain matin. Sauf que le problème, même s'il est figé à 2050, même s'il est fixé à 2050, il faut s'y mettre maintenant, on l'a vu sur un certain nombre de cours, parce que c'est extrêmement difficile d'atteindre cet objectif. Nous, les Gaulois, on a un peu l'impression que lorsqu'on a un objectif à 2050, on est peinard jusqu'à novembre 2049. Non, pas du tout. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre, et on est déjà en retard sur le plan de marche, et très fortement en retard sur le plan de marche. Le deuxième problème, c'est évidemment la contrainte énergétique qui, elle, va arriver relativement rapidement avec toutes les conséquences que j'évoquais tout à l'heure. La première étant bien évidemment une augmentation importante, tendancielle et structurelle du prix, et sûrement des augmentations qui sont assez chaotiques. Et par conséquent, c'est maintenant qu'il faut, pour les entreprises, faire une analyse détaillée de leur résistance à ce problème énergétique et climatique. Parce que la préoccupation globale de tout ça, c'est ça. Comment éviter que les meilleures ventes d'aujourd'hui ne soient pas demain des invendables? Je vous remercie de votre attention. Avez-vous, mesdames et messieurs, l'une ou l'autre question à poser à Daniel Rattard? Je vous en prie. Je vous demande de vous présenter. Jean-Francis Guillaume. Question à court terme. On voit les pays émergents s'intéresser à des raffineries en Europe. Quel est l'avenir des raffineries? Est-ce qu'elles vont être délocalisées ou les raffineries ont encore de l'avenir? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Oui. Les pays du Moyen-Orient, certains d'entre eux en tous les cas, s'intéressent aux raffineries françaises. Ces raffineries françaises, raffineries européennes, cette particularité-là, les raffineries, vont-elles à un moment donné être délocalisées? Très vraisemblablement. Très vraisemblablement. Je pense que les deux problèmes sont complètement disjoints entre un intérêt ponctuel, plus ou moins lié à des considérations politiques, et puis l'intérêt de long terme. Vous savez c'est intéressant cette question parce qu'on est dans une configuration assez particulière en France. Et on s'aperçoit, quand je parlais tout à l'heure d'un impact carbone, on s'aperçoit qu'une décision, quelquefois un peu mineure, peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Regardez comment la décision qui a consisté à détaxer un petit peu le diesel a, en 30 ans, complètement modifié le parc automobile français. Complètement modifié. Juste une décision. Ça veut dire, et c'est pour ça que je dis que c'est une formidable opportunité pour les entreprises, une décision qui consiste à donner un prix au carbone. Et encore une fois, ce n'est pas punitif. Donner un prix au carbone de façon que chaque entreprise puisse structurer son plan d'investissement. Donner un prix au carbone, ça va conditionner de façon très importante l'évolution du système. À une seule condition, c'est que ce prix soit à l'origine connu et que les entreprises aient une visibilité sur le long terme de l'évolution de ce prix, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ce qui nécessite un peu de courage politique. Bon. Autre question? Oui, je vous en prie. Xavier Guilloux, on vous a déjà entendu. Oui, je voudrais simplement ajouter au propos que nous allons aussi avoir un coût sécuritaire par rapport à cette question des énergies fossiles, puisque... Donc ça, c'est le géopolitologue qui parle. Oui, mais qui n'est pas neutre, parce qu'il va s'additionner au coût de transformation de notre modèle de société
que nous avons à prendre en compte. Au moment où on est en train de baisser les budgets de la défense et de la sécurité un peu partout en Europe, que l'on croit qu'on va pouvoir sous-traiter ces questions de sécurité et de défense à des experts ou privatiser la guerre, si vous voulez, à des réseaux extérieurs à nos armées nationales. Au moment où les Américains sont en train de rompre le jeu de la sécurité énergétique sur le Moyen-Orient, puisqu'au travers des gaz de schiste, ils sont en train de devenir autonomes, enfin ils sont en train d'essayer de vendre l'idée qu'ils deviennent autonomes sur le plan énergétique et de se déconnecter, si vous voulez, de cette maîtrise sécuritaire sur le plan énergétique. Il y a peut-être des questions aussi à se poser chez nous, parce qu'en Europe, on va avoir à assumer des choses qu'on n'a pas eu à assumer jusqu'à présent en termes notamment d'indépendance énergétique. Et la sécurité de nos approvisionnements sur l'Algérie, sur la Méditerranée orientale. L'affaire syrienne s'explique en grande partie par ça. Enfin, regardez ce qui se passe sur Chypre, sur la Grèce. Aujourd'hui, il y a du gaz. Le vrai problème sur Chypre et sur la Grèce, c'est le gaz qu'on est en train de découvrir en mer Égée et en Méditerranée orientale. Et donc, il se peut que nous ayons, dans les 10-15 ans qui viennent, en plus des coûts de transformation de l'offre et la demande qu'on aurait dû déjà anticiper il y a 30 ans, qu'on ait en plus des coûts sécuritaires à assumer. C'est-à-dire, grosso modo, qu'il va falloir y aller pour pouvoir être sûr d'avoir des sécurités d'approvisionnement qu'aujourd'hui on n'anticipe pas. C'était évoqué tout à l'heure, les contraintes qui existent aujourd'hui avec l'Iran et avec la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, dans le détroit d'Ormuz, 20% de l'approvisionnement mondial passe tous les jours. C'est sûr que ça va poser des problèmes sécuritaires. Y a-t-il, mesdames et messieurs, une autre question? Un témoignage, une intervention supplémentaire? Oui. Hervé. Hervé Remolo, DLR. Moi, je suis très optimiste. Finalement, vous nous annoncez la relocalisation de tout un tas d'industries en France, en Europe. On ne va plus pouvoir justifier de faire venir de l'autre bout du monde. Oui, alors, pas tout à fait. Vous savez, ça ne peut pas être symétrique. Parce que cette délocalisation, c'est dit dans votre propos, c'est parce qu'on avait une énergie abondante et extrêmement bon marché qu'on s'est permis de délocaliser. D'accord ? Inversement, le retour, c'est sûrement un peu plus compliqué. Et puis, ça dépend bien évidemment du poids du transport dans ce qu'on se propose de relocaliser. Je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un qui fabrique des prothèses dentaires et qui les fait fabriquer en Chine. C'est pas forcément bien, mais qui les fait fabriquer en Chine. Vous imaginez ce que représente un mètre cube de prothèse dentaire à 20 000 € leur atelier. Dans un mètre cube de prothèse dentaire, vous pouvez le faire voyager en première. Ça coûte que dalle. D'accord ? Donc ça dépend ce que vous avez à transporter. Ben oui, il y a un certain nombre d'aspects. Le transport va poser problème, oui, bien sûr. Mais ça mérite d'être examiné en détail. Je passe à tout à fait autre chose. Il y a un mois dans les Échos, il y a un super article sur un fantastique gisement pétrolier qui aurait été détecté dans l'est de la France. Vous avez un commentaire là-dessus? Parce que l'article était incroyable. Hein. On parlait d'un niveau saoudien quasiment. Ouais. Alors, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais vous pouvez assez facilement repérer ça lorsque vous trouvez ce genre d'article. Premièrement, il est de bon ton de dire pratiquement tout le temps qu'on a découvert du pétrole. Il y a une différence fondamentale entre la ressource, c'est simplement du langage du pétrolier, qui est la quantité de pétrole qui est peut-être piégée sur le globe, et la réserve, c'est-à-dire la quantité de pétrole qu'on pourra extraire de cette ressource. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que c'est un langage un peu particulier parce que nous, les humains, lorsqu'on parle de ressources, on parle d'un truc certain. C'est ce qu'on va chercher chez le banquier, tout au moins ce qu'on allait chercher avant. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours vrai. Alors que les pétroliers disent un peu l'inverse. Les pétroliers et les gaziers disent l'inverse. La ressource, c'est la quantité évidemment inconnue de pétrole qu'il pourrait y avoir piégé. Et la réserve, c'est ce qu'on pourra extirper de cette ressource. L'ordre de grandeur, c'est le pourcent. L'ordre de grandeur, c'est le pourcent. Deuxièmement, le calcul est vite fait. On l'a vu tout à l'heure. Nous sommes dans un monde qui vit avec 30 milliards de barils de jour. Lorsqu'on vous dit qu'on a trouvé une découverte absolument gigantesque à 10 milliards de barils, vous savez que vous en avez pour 3 mois. Point. Et vous vérifierez. Rarement, c'est au-dessus de 10 milliards. Et quand on vous dit 10 milliards, c'est des réserves, c'est des ressources, supposées.
on ne vous dit pas combien on pourra extraire de réserves de cette ressource, et surtout combien il faudra injecter de milliards. Parce que l'énergie, c'était quelque chose de tout à fait particulier. Lorsque vous dépensez plus d'1 kWh pour aller chercher 1 kWh, il faut être un abruti ou un mécène. Il faut vous arrêter. D'accord ? Ça a forcément une limite. Ça a forcément une limite. Ça veut dire que les pétroles extrêmement coûteux et difficiles à extraire, il y a une limite, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pétroles qui ne seront jamais exploités parce qu'ils sont inaccessibles sur le plan économique. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas un problème de tonneau, c'est un problème de robinet. Y a-t-il une autre intervention, une réflexion, témoignage? Qu'avons-nous vu ce matin? Si je reprends l'exemple d'Apollo 13, nous sommes dans un vaisseau grâce auquel nous espérions allunir sur 10, 15 années de nouvelles progressions et de nouvelles croissances. Le malheur, c'est qu'il y a eu une explosion à bord. Que nous dit Xavier Guilloux? Accepter l'inconcevable. Changer de paradigme. Clairement, il nous dit 3 choses. Attention, rupture managériale, rupture technologique et rupture géostratégique et sociétale arriveront en même temps. Ne pensez pas que c'est pour demain, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ça veut donc dire, dit-il, et au-delà bien sûr des zones d'observation qu'il vous a demandé de garder sous vos lunettes, sous vos zooms, il vous dit également que vous soyez pro, c'est une chose, vous l'êtes déjà. Que vous travailliez avec rigueur, c'est déjà le cas. Il va falloir maintenant, et ça c'est différent, travailler 2 fois plus vite et 2 fois mieux. Ça c'est déjà une belle rupture. Il nous dit aussi, attention, c'est pas de la com qu'il faut faire, c'est l'authenticité. Je vais traduire avec mes mots, authenticité. Ça veut dire que ce que vous êtes est une valeur. Ce n'est pas de la valeur commercialisable, c'est une valeur de réussite. Ce que vous êtes, cette authenticité-là, vaut bien plus qu'un diplôme dans le monde qui vient. C'est ça que Xavier Guilloux nous dit. Ce qu'il nous dit aussi, ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'il va falloir en permanence penser leadership. Ne pensez pas à ressembler aux voisins ou à faire comme ci ou comme cela. Non, pensez leadership. Il vous a donné un exemple, Churchill. L'objet n'est pas de ressembler à un leader, l'objet est de l'être, comme vous êtes, avec à la fois vos défauts et vos qualités. Ça, dit-il, dans le monde qui vient, c'est important. Qu'ajoute Daniel Rattard? Ce qu'il ajoute, c'est simplement un composé supplémentaire de l'édification de Xavier de ce matin. Il vous dit, et c'est sa conclusion, d'abord une conclusion économique. Quel est le coût de la tonne carbone évitée? C'est ça qu'il va falloir avoir en tête comme dimension économique. C'est elle qui va générer vos décisions. Et la deuxième chose, dit-il, c'est que le business model non pas change, il a changé, il doit changer. Si vous n'êtes pas dans cette modification-là, le monde qui vient sera de toute façon, oh, il a été gentil, un monde contrarié. C'est bel euphémisme, franchement.